Coucou, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et vous écoutez Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Épisode 3, j'étais pas cette personne, suis-je un imposteur ? Avant de vous parler des premières pages écrites, des retours éditoriaux ou des crises existentielles à répétition face au nombre de chapitres restants à écrire, je voulais revenir sur un truc plus souterrain. Ce moment où tu te retrouves face à toi-même, à l'idée d'écrire un vrai livre et que tu te dis « je vais pas y arriver ». Alors, je vais être clair tout de suite, j'ai pas du tout prévu de traiter la question en mode récit néolibéral de la réussite à portée de main, quand on veut, on peut. Non, là, je voudrais au contraire essayer de faire part de ma réflexion, qui vaut ce qu'elle vaut d'ailleurs, sur ce que ça demande socialement et intérieurement de se sentir autorisé à écrire, et sur les ressources, souvent invisibles mais essentielles, qui rendent ça possible. Déjà, je me suis pas mis à l'écriture du jour au lendemain, et je pense que ça aurait été plus difficile si j'avais pas commencé par des choses entre guillemets plus faciles. Je me suis mis à écrire des petits textes. Bon, sans compter d'ailleurs l'écriture des questions et des introductions du podcast. Ça fait aussi 2-3 ans que je fais des conférences sur le sujet de la question animale, donc c'était aussi une forme d'écriture, mais toujours pour des prises de parole orales. Et là, je me disais que ce serait pertinent de produire des choses destinées à être publiées sous une forme directement écrite. Mais j'avoue que j'avais plus de mal, que ça me venait beaucoup moins facilement que l'expression orale. D'ailleurs, j'ai dû me débarrasser un peu d'automatisme de ma façon de rédiger qui était vraiment destinée à l'oral. Et ce, même si je m'étais habitué à écrire des dissertations et des mémoires dans mes études, ça aide beaucoup, mais ça débloque pas forcément tout non plus. Une chose typique, c'est que je mettais des « en fait » un peu partout, ou des « donc » qui n'étaient pas forcément utiles à l'écrit, mais qui à l'oral peuvent avoir leur intérêt, ou juste, il y a des scories un peu qui restent de notre façon naturelle de parler, et je sais que c'est un de mes tics de langage de mettre trop de « en fait ». Mais là, du coup, il allait falloir s'en débarrasser pour l'écriture. Donc heureusement que je me faisais relire, je vous expliquerai plus tard, parce qu'il y avait beaucoup de choses à nettoyer finalement, dans la façon dont j'écrivais. Et donc, en fait, du coup, voilà, tous ces marqueurs-là, insupportables, et donc ça a pris des mois et des mois de passage progressif à l'écriture, d'habituation pour me sentir à l'aise dans des exercices qui étaient nouveaux, et à force de prendre confiance sur ma légitimité à écrire sur le sujet. Et c'est passé par des projets de textes plus courts à écrire qu'un livre. Je me suis lancé pendant l'été dans des articles que j'ai proposés à la revue L'Amorce. D'abord un article critique de Val Plomwood, dont je venais de lire le dernier ouvrage traduit, La crise écologique de la raison. Et en fait, il reste un peu de travail, c'est encore un work in progress, donc il n'est pas encore publié celui-là. Mais du coup, je me suis dit que j'allais faire un court article riposte à une citation de Val Plomwood dans un autre de ses ouvrages, qui s'appelle Dans l'œil du crocodile, qui était beaucoup plus facile à écrire rapidement. Et j'ai aussi proposé une recension de l'ouvrage Ainsi l'animal et nous de Kautar Archi. Ça me tenait vraiment à cœur de le recommander chaudement, car je pense que c'est un ouvrage incroyable et important pour le mouvement. Et les deux ont été acceptés et retenus pour le numéro papier sorti en avril, donc je suis super content. Et faire ça, alors que j'étais complètement bloqué sur l'écriture, j'arrivais pas à faire quoi que ce soit, je me sentais super mal dès que je commençais à m'y mettre. M'y mettre progressivement comme ça, avec des trucs de plus en plus longs au fur et à mesure, ça m'a vraiment aidé à me débloquer et à me lancer dans des choses progressivement plus difficiles et ambitieuses. Donc je recommande vraiment de faire ça, écrire des petites choses et après des choses un peu plus longues et enfin en arriver à des plus gros projets si vous avez envie. Bon, après je précise que mon sentiment de pas en être capable était quand même tout relatif et qu'il y a un gros biais du survivant dans cette histoire, parce que bon, là, moi qui vous parle, c'est une personne qui a pas complètement été découragée et qui a eu finalement toutes les conditions matérielles qu'il fallait pour pouvoir écrire un livre et bien le vivre. Donc voilà, je suis conscient qu'il y a des personnes qui sont dans des conditions sociales et matérielles ou de confiance en elles qui permettent peut-être pas d'aller jusque-là en un claquement de doigts, j'en ai parfaitement conscience. Donc je voudrais pas du tout laisser entendre que tout le monde peut le faire, qu'il suffirait d'y aller progressivement pour y arriver forcément. En fait, comme beaucoup de choses, les conditions d'accès à l'activité d'écriture sont très inégalement réparties, et j'arrivais quand même avec pas mal de ressources pour le faire, je pense. Et typiquement, pour être un peu plus précis sur le type de ressources que j'avais, déjà j'avais des ressources culturelles, c'est-à-dire j'ai un diplôme de master, j'ai des livres chez moi, j'ai une habituation à la lecture, à fréquenter les idées, à avoir écrit des dissertations, une facilité à m'approprier un corpus spécialisé dans différentes disciplines. J'ai des ressources sociales, c'est-à-dire des relations amicales, familiales et militantes qui me donnent beaucoup de confiance en moi parce que du coup je suis bien entouré. Et aussi là, ça se vérifie dans le fait qu'on est venu me chercher pour ce livre parce que j'avais une visibilité toute relative mais quand même, et que certainement on prend d'emblée plus au sérieux un homme cis blanc que des personnes plus minorisées.
Et aussi, j'avais des ressources économiques. Alors, je suis vraiment pas riche, hein, mais quand même, je pense que j'avais une situation suffisamment stable. Et grâce à votre soutien financier aussi du podcast, ça m'a donné une grande liberté dans la façon dont j'aménage mes semaines de travail, qui permettait en fait de dégager beaucoup de temps pour écrire. Et c'est une situation particulièrement favorable au fait de pouvoir écrire un livre. Donc, merci encore pour ce soutien. Sachez que c'est aussi ça qui m'a permis d'écrire le livre cette année. Mais bon, toutes ces conditions matérielles mises à part, dans mon petit vécu subjectif de la situation, j'ai quand même trouvé difficile de commencer à écrire, de m'y sentir autorisé. Et avec l'écriture, c'est assez miraculeux que j'ai réussi à m'organiser autant à l'avance sur un projet, ce qui m'était jamais arrivé en fait. Je pense que ça a été permis par les conditions dont j'ai parlé, par la façon dont ça s'est passé, par le fait que je savais dès que j'ai commencé que c'était vraiment tendu de finir à temps et que je me suis pas vraiment laissé le choix. Du coup, une fois que le contrat avec la maison d'édition était signé et que j'étais parti du principe que je voulais absolument que ça sorte en octobre comme convenu, je me suis dit il faut que j'organise tout pour y arriver. Mais avant de me lancer là-dedans, j'étais vraiment pas cette personne qui planifie, qui priorise radicalement un but pendant des mois entiers, etc. J'étais même plutôt l'exact opposé, Mr. Last Minute. Je me souviens même de l'étonnement absolu sur le visage de ma mère quand elle a vu que j'avais fait un rétro-planning avec un objectif d'écriture par semaine établi des mois avant la deadline. Vraiment, je fais pas ça d'habitude, moi. J'avais littéralement jamais fait ça et j'ai toujours fini mes projets au dernier moment, au moment où faut plus reculer et où faut être à fond jusqu'à la fin parce que sinon t'arrives pas à finir. Et pour les épisodes de podcast, c'est un peu pareil, hein. Il y a plein de choses pour lesquelles je dois un peu m'organiser à l'avance quand même dans les recherches, dans les enregistrements. Mais pour ce qui est du montage et des derniers trucs à faire pour la sortie, heureusement que je me fixe une régularité parce que sinon j'arriverai jamais à finir et j'y passerai beaucoup plus de temps. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je pense que dès que j'ai commencé à écrire, je me sentais déjà dans le rush final, en me disant 6 mois, c'est beaucoup trop tendu pour tout ce qu'il y a à faire. Et donc, j'avais déjà l'impression de devoir courir dès le début et d'avoir un énorme sentiment d'urgence pour arriver à finir à temps. Et concrètement, comment je me suis organisé ? J'ai créé un Trello. Si vous ne connaissez pas, c'est un outil d'organisation qui permet de visualiser ses tâches à faire en les organisant en colonnes. Et donc, en fait, j'ai compté le nombre de semaines qui me restaient avant la deadline où je devais avoir rendu le manuscrit et le nombre de chapitres à écrire dans le sommaire. Et j'ai fixé un rythme par semaine qui permettait de finir à temps, si possible un peu avant pour une relecture générale et les éventuels, ou devrais-je dire inévitables, retards. Et donc, dans le Trello, les colonnes que j'ai faites, c'est tout à gauche, travail préparatoire, avec un peu le brainstorming, les idées, les ressources intéressantes, plein de choses comme ça. Aussi des choses de productivité à mettre en place pour arriver à écrire, que j'ai pas forcément fait d'ailleurs. Aussi les ressources sur l'écriture ou les modèles dont je pouvais m'inspirer qui seraient particulièrement intéressants pour écrire. Ensuite, j'ai mis une colonne recherche pour tous les chapitres où je devais pousser davantage les lectures et mes connaissances sur le sujet avant de pouvoir écrire. Ensuite, une colonne pas commencée où j'ai fait une carte par chapitre. C'est ça le système Trello, on peut faire avancer ou reculer les cartes dans les colonnes et qui permet en fait de signifier l'avancée des projets. Et donc il y avait cette colonne pas commencée où étaient tous les chapitres au départ, les 40 chapitres du sommaire initial. Ensuite, il y avait une colonne construction du plan quand je commençais à travailler dessus et que j'essayais de structurer le chapitre. Et ensuite, en cours d'écriture, puis relecture. Et enfin, la colonne V1 terminée. Donc c'est pas la dernière version absolue, c'est la version pour le manuscrit, et après il y a eu 1000 couches de relecture supplémentaires. Voilà, et donc au final je suis assez content que ça ait été un processus court et intense, plutôt que d'avoir plus de temps, mais en fait de procrastiner, ou d'avoir plus de mal à m'organiser parce que dans ma tête j'élarge le temps, et en fait finalement de pas en voir la fin. Avoir une deadline un peu difficile à tenir, mais en fait quand même possible, je pense que c'était la meilleure configuration pour quelqu'un comme moi. Et du coup, j'ai écrit un premier chapitre en environ une semaine. C'était le rythme initial que je m'étais fixé. Je sais pas comment j'avais fait mes calculs, mais j'avais prévu que ça permettrait d'écrire 40 chapitres. Finalement, non. Il a fallu que j'accélère à un moment, mais je vous en reparlerai. Et en fait, j'ai volontairement choisi le chapitre sur « Le spécisme est un slogan militant ». Donc ça, c'est l'idée fausse à laquelle je répondais. Parce que je pensais que ça ferait un bon premier chapitre introductif un peu. Parce que c'est ce qui justifiait finalement d'avoir centré l'ouvrage sur le sujet du spécisme. Et aussi c'est bien tombé parce que j'étais invité à France Culture dans l'émission Questions du soir, animée par Quentin Lafay, pour débattre du spécisme des pensées du vivant. C'était en octobre, pile quand je commençais à écrire. Avoir pris le temps de poser mes idées pour un chapitre qui était un peu sur ce sujet-là, enfin en tout cas sur le sujet du spécisme dans la recherche, m'a été super utile
pour faire passer le plus clairement possible les idées essentielles. Et c'est un truc que j'ai vérifié plusieurs fois au fil de l'écriture, c'est que mes idées étaient infiniment plus claires une fois que j'avais pris le temps de me triturer les neurones pour essayer d'en faire un plan et de bien construire des phrases et une évolution et les arguments et faire les recherches. Et bah tout ça, ça m'aidait vraiment beaucoup ensuite. Et donc j'ai l'impression, là, après avoir écrit le livre, d'être beaucoup plus au clair avec moi-même sur beaucoup d'idées qui étaient jusque-là un peu floues. Du coup, j'ai envoyé le chapitre à mon éditrice qui m'a rapidement fait un retour. Et là, c'était à la fois très encourageant, mais elle me disait aussi que c'était très perfectible. Notamment, j'illustrais vraiment pas assez, j'écrivais de façon apparemment très philo. En même temps, oupsie, c'est mon parcours. On se l'est dit avec Gaël Bidan, effectivement je viens de la philo et je pense que ça venait avec une certaine façon d'écrire et pas forcément toutes les qualités d'écriture qu'il faut pour un essai. Et c'était notamment une écriture, je pense, pas assez vivante, pas assez entraînante, pas assez incarnée dans des exemples. Et donc elle m'a un peu indiqué les directions que je pouvais essayer de prendre pour la suite. Elle me disait aussi qu'il faudrait pas commencer l'ouvrage par celui-ci parce qu'il était trop théorique et aride. Et donc finalement il est en milieu d'ouvrage, ce chapitre, quand je vous dis que ça n'a pas arrêté de changer. Et pour tout ce qu'elle disait, elle avait 100% raison. C'était vraiment hyper utile d'avoir tout de suite ces critiques dès le premier chapitre que j'ai écrit, et ça m'a servi pour tous les autres. Mais elle m'a aussi dit de ne pas le retravailler immédiatement, et de plutôt passer à la suite, et que beaucoup de choses en fait se caleraient spontanément juste à force d'écrire et de lire ses retours sur les chapitres au fur et à mesure. Je continuais de lui envoyer en fait au début chaque chapitre, puis après par salve de 4 chapitres, et puis finalement 8 chapitres, enfin voilà. Après, à mesure que j'avançais, il y avait un peu moins besoin d'avoir ces retours constants, et donc j'étais un peu plus autonome dans l'écriture. Et elle m'a aussi encouragé à faire une chose que j'avais beaucoup de scrupules à faire, c'est-à-dire référencer les épisodes du podcast quand c'était pertinent et que c'était une source vraiment utile sur le sujet. Moi j'avoue, je croyais que ça se faisait pas, du coup à chaque fois j'essayais d'aller chercher les ouvrages des invités ou d'autres ouvrages qui parleraient de la question. Mais il y a quand même plusieurs fois où je me suis dit que l'épisode du podcast fait un condensé des connaissances sur la question et que c'est une ressource intéressante. Et aussi, il y a quand même quelques petites idées qui, à ma connaissance, ont été prononcées que dans le podcast et qui sont pas écrites ailleurs. Donc je suis content qu'elle ait ouvert cette porte et qu'elle m'ait rassuré sur le fait que c'était tout à fait pertinent et légitime de renvoyer aussi vers le reste de mon travail ailleurs que dans le bouquin. Je récapitule. J'avais un titre, un sommaire détaillé, une date de rendu, un rétro-planning. J'avais à peu près calmé mon syndrome de l'imposteur, youpi. Franchement, je me disais qu'est-ce qui peut mal tourner ? Et j'allais avoir à affronter autre chose. Le grand bain de l'idéologie carniste, dans lequel j'avais à me plonger pour le déconstruire au fil des chapitres, parce que c'était l'idée de l'ouvrage. Et autant vous dire que ce bain, c'était vraiment pas le spa. Prochain épisode, merci les carnistes et le café. Bisous.